Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Aujourd'hui, je reçois Guillaume. Guillaume, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, merci de ton invitation. Moi, je m'appelle Guillaume Isnard et je suis le fondateur de la société Grains Up. Je suis passionné par tous les sujets d'apprentissage en entreprise et c'est bien l'objet de mon entreprise. Très bien. Et alors, dis-moi, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Ce que je voudrais partager avec toi, c'est la façon dont l'entreprise s'organise pour apprendre, pour Oui. faire développer les compétences individuelles de ses salariés, mais aussi pour apprendre de manière plus collective, c'est-à-dire faire évoluer ses méthodes, ses processus. L'enjeu, c'est bien sûr de rester adapté, rester aligné avec les technologies, les attentes des clients, se pencher sur sa propre productivité, etc., pour rester performante. Donc voilà, donc l'entreprise se questionne en permanence et ça passe par de l'apprentissage au quotidien. Ah ben très bien. Écoute, et donc tu nous disais que toi, ton activité, justement, c'est d'accompagner les entreprises dans ces stratégies-là. Oui, c'est tout à fait ça et on essaye d'avoir une approche globale du sujet, mais souvent on est appelé sur des sujets très très circonscrits. On va être appelé, par exemple, sur un problème d'intégration. Donc, une entreprise qui prend, par exemple, beaucoup d'intérimaires sur une période très courte et qui a l'objectif de les rendre opérationnels en une demi-journée. Sauf que, il y en a 15 qui arrivent et que le tuteur, il est débordé et il peut pas s'occuper de tous ces gens-là. En plus, lui, il est absorbé par sa propre production. Il y a des objectifs très importants. Et donc, on essaye de réfléchir sur des sujets très microscopiques comme celui-ci, et puis ou alors de l'anticipation d'un départ à la retraite. Là, par exemple, on est en train de formaliser toutes les connaissances et les savoir-faire de quelqu'un qui part à la retraite, qui a passé 30 ans dans son poste, dans un secteur technologique très pointu, et il y a personne d'autre qui sait tout ce qu'il sait, donc il faut qu'on travaille sur la formalisation. Là, on utilise plutôt les outils digitaux, par exemple. Mais en tout cas, ça, ce sont des points d'entrée très, très opérationnels et très précis. Globalement, au fur et à mesure qu'on déroule le fil, on arrive à aller plutôt dans le comité de direction et à échanger sur des problématiques un peu plus larges qui nous intéressent beaucoup parce que quand on se contente, alors je vais caricaturer, mais quand on se contente de faire un module numérique pour répondre à une problématique, bien souvent le module il reste sur un serveur et il sert très peu. Alors que si il y a une politique globale d'apprentissage entre guillemets, je parle pas d'alternance, je parle d'apprentissage de chacun dans l'entreprise, et bien là on a plus de chances que les outils qu'on déploie, quels qu'ils soient mieux mis en œuvre, parce qu'il y a un sens, parce qu'il y a une démarche collective. Et concrètement, tu pourrais nous illustrer un petit peu un exemple de ce que ça peut donner dans la vraie vie, ce que vous accompagnez ? Oui, dans une entreprise de la défense, par exemple, on a été appelé parce que sur un sujet très très concret aussi au départ, c'était la mise en place d'une académie interne pour Oui. former à la sécurité en logistique. Et cette académie fonctionnait plutôt correctement. Il y avait la volonté de la moderniser pour élargir le champ des formations à l'ensemble des sites. C'est une entreprise qui a plusieurs sites en France et à l'étranger. Donc je suis allé me présenter en comité de direction et j'ai commencé à expliquer ce qu'on faisait. Et là, les idées de tous les directeurs métiers ont fusé parce que il leur est arrivé en tête toutes leurs problématiques opérationnelles et ils se sont dit mais ça fait des années qu'on n'arrive pas à le traiter. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir autrement avec des lunettes un peu plus apprentissage que des lunettes je traite un problème et il revient sans arrêt. Et donc, on est rentré dans une démarche naturellement plus globale, ce qui fait qu'on a défini une stratégie tous ensemble. Alors, il y a une personne qui a été désignée dans le comité de direction pour travailler, qui n'était pas le directeur général. Moi, j'aime bien quand c'est souvent la direction générale,
Oui. accompagner parce que on touche là au cœur de la stratégie, alors que si on travaille avec un directeur de service, par exemple, on n'a pas accès complètement à ce niveau stratégique qui touche aux valeurs, qui touche à plein de choses qui sont essentielles. Et donc là, on a fait un état des lieux, on a fait un diagnostic d'abord sur comment l'apprentissage se faisait dans l'entreprise. Donc là, c'est des questionnaires à l'ensemble des salariés, et puis après des entretiens ciblés en tête à tête pour mieux comprendre les choses. Et ensuite, on a formulé quelques préconisations sur comment mettre en place cette démarche d'apprentissage au quotidien. Alors, il y avait déjà des choses, il y a toujours des choses en place déjà, hein. Il y a toujours un potentiel énorme dans chaque entreprise dans lesquelles on est intervenu. Il y a déjà des choses en place, mais il n'y a pas cette vision globale qui fait que c'est un système continu, ancré dans les pratiques quotidiennes. Des fois, c'est un effort qu'on demande aux gens. Oui. Et l'objectif, c'est quand même que l'apprentissage devienne plus un état d'esprit que un rendez-vous ponctuel, que une contrainte, un temps bloqué, etc. Et donc tout l'enjeu, je trouve moi, pour les entreprises aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cet apprentissage-là, concrètement, bah, il se passe dans la réunion qu'on fait déjà, il se passe entre deux collègues qui sont au poste de travail ensemble, que ce soit à défaut d'être non traçable, mais que ce soit naturel et pas programmé et pas un temps bloqué sur autre chose. Je sais pas si Tu qualifierais cet apprentissage d'informel? il est beaucoup informel. Bah, tu connais hein, les 70-20-10 hein, dans le... Bon, je reviens pas là-dessus, mais nous, ce qu'on observe, c'est que dans les entreprises, les PME, c'est 95% qui est complètement informel parce qu'il y a de moins en moins de formations externes programmées. Et donc tout se passe dans la vraie vie. L'enjeu, c'est que c'est informel, mais qu'il faut quand même réussir à le tracer. D'abord, il y a les obligations légales vis-à-vis du bilan à 6 ans, hein, donc il faut bien montrer qu'on a fait des choses. Et puis, il y a aussi avoir une vision claire des compétences, si on parle des compétences individuelles en tout cas, et de là où on veut aller, de là où on en est, en termes de compétences et de polyvalence d'ailleurs. Parce que dans un atelier, par exemple, si on a deux soudeurs et qu'on fait appel à des soudeurs extérieurs, c'était le cas là-bas, on veut peut-être avoir une polyvalence entre les deux soudeurs, ce qui n'est pas forcément le cas. Et ce sujet de la polyvalence est aussi à suivre. Bon, en tout cas, c'est très informel, mais en même temps, l'entreprise a besoin de le suivre. Ton idée, ça serait de rendre explicite ce qui est implicite dans leur transmission. C'est peut-être alors explicite oui, on y arrive souvent, mais dès lors qu'on met trop de formalisme, ça ne se fait plus. Plus, oui. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait le degré de tolérance à l'effort dans l'entreprise est de plus en plus faible parce qu'il y a de plus en plus de pression, parce qu'il y a de moins en moins de temps, et aussi il y a une concentration de la compétence sur de moins en moins de gens ou de l'expertise. Moi, c'est ce que je remarque dans la plupart des entreprises. On compte de plus en plus sur un nombre restreint de personnes pour tenir la boutique, hein, pour parler clairement. Oui. Et donc, ces personnes-là, elles sont sursollicitées et tout ce qui est contraignant pour elles, elles laissent tomber tout de suite. Ça n'a aucune durée. C'est d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse sur la FEST, parce qu'on pratique la FEST, on est certifié à FEST chez nous aussi. Tu peux expliquer un peu ce que c'est la FEST pour nos auditeurs? Alors, l'action de formation en situation de travail, donc c'est une modalité de formation en situation de travail qui a été finalement officialisée par la prise en charge des OPCO pour un financement interne de l'entreprise, de la formation interne en entreprise. Et c'est un système de formation qui permet de décomposer une tâche ou une situation en compétences mesurables et une méthode pédagogique sur comment transmettre cette compétence à quelqu'un d'autre, comment s'assurer qu'il l'a bien acquise à travers la réflexivité ou les réflexivités. Et évaluer tout ça en fin de parcours pour attester que la compétence est bien maîtrisée. Bon, c'est un résumé très rapide, mais globalement, alors ça, on a voulu faire de cette chose pourrait être complètement informelle, on a voulu en faire quelque chose pour des raisons de traçabilité, de financement, etc. On a voulu en faire quelque chose d'assez lourd
sur le plan administratif, sur le plan du suivi, sur le plan de la conception, de la formalisation. Et le fait est que quand on accompagne, nous, des entreprises à mettre en place la FEST selon les critères des OPCO qui financent ces mises en place, eh bien, c'est tellement lourd que notre consultant prend en charge le travail pour mettre en place la FEST, tout Oui. ce qui est administratif, traçabilité, et dès qu'on part, eh ben, ça tombe à l'eau. Oui. Et ça, c'est dramatique parce qu'on a financé quelque chose de très compliqué, d'assez compliqué, qui demande un petit effort. Et le résultat, c'est que l'impact est quasiment nul. Et en fait, en entreprise, on pense surtout impact. On pense pas, on pense impact avant méthode ou avant traçabilité. Donc voilà, sur la FEST, par exemple, c'est un très bon exemple de quelque chose qui pourrait être traçable de manière légère, et qu'on a complètement alourdi et qui du coup ne se met pas en place, en tout cas financé. Oui. J'ai rencontré un professionnel de la FEST qui me disait on n'est jamais aussi à l'aise sur la mise en place de la FEST que quand il n'y a aucun financement attaché, parce que on est sûr que là on va pouvoir rester sur l'essentiel, c'est-à-dire les pratiques de réflexivité et l'évaluation en situation, etc. Oui, l'opérationnalité au poste, toutes ces choses-là sur lesquelles on mesure le résultat en vérité. Eh bien oui, c'est ça, oui, absolument. Ouais. Et alors du coup, les entreprises, elles n'arrivent pas à s'affranchir de ce financement, elles n'arrivent pas à déterminer par elles-mêmes que, écoute, moi je préfère quelque chose qui fonctionne non financé que quelque chose qui fonctionne pas financé. Eh ben, il y a encore le gros réflexe du financement, hein, de la formation gratuite. Ça, moi, je le constate encore. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la formation strictement. Maintenant, avant, j'étais manager opérationnel. Hein, et quand j'étais manager opérationnel, j'avais une DRH, c'était une grosse PME. J'avais une DRH qui me disait fièrement dans des réunions, elle me disait bon là par rapport à nos cotisations, on a presque consommé nos cotisations ou l'objectif c'est de dépasser les cotisations. Bref. C'était comme un indicateur de performance en fait. C'est ça, c'est la consommation qui donne le résultat. C'est ça. Alors, mais je pense que c'était pas la seule. Je pense que c'était quelque chose d'assez répandu à l'époque. Et donc cette culture-là, je trouve qu'elle est toujours assez présente. Pourquoi aussi? Mais je pense qu'il y a une raison qui est aussi liée aux organismes de formation, c'est qu'en fait, on n'a pas d'éléments pour mesurer l'impact souvent quand on fait une formation. Et du coup, si on n'a pas d'éléments pour mesurer l'impact, eh ben, on se dit il faut que ce soit gratuit. C'est au moins le premier impact, c'est que ça va être gratuit. Oui. Et quelque part, ça dédouane aussi celui qui propose la formation parce qu'il se dit vu qu'il paye pas, si c'est pas terrible, ils pleurnicheront pas trop. Oui, aussi. Mais je trouve que ça a un côté très déresponsabilisant des gens, moi. Enfin, oui, tout à fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, moi, je dis sans arrêt à mes équipes, je leur dis, faisons comme si le financement n'existait pas, réfléchissons dans les formations qu'on propose à nos clients, réfléchissons à celles qui ont vraiment un impact, parce qu'il n'y a que celles-là qui dureront. Bien sûr. Quand les financements disparaîtront. Donc, bon, peu importe en tout cas. Donc, l'idée, c'est quand même que les entreprises, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mesurer l'impact, de trouver un indicateur métier, c'est-à-dire pas à la fin de la formation, l'apprenant est satisfait ou il sait faire ça, mais plus un impact métier, c'est-à-dire le taux de satisfaction client s'améliore, la productivité a gagné un point, etc. C'est ça. Donc, on se projette vraiment dans l'indicateur qui parle à l'entreprise et non pas qui parle à l'organisme de formation. Ouais, tu vois, moi, il y a quelques années, je travaillais 100% pour des organismes de formation. Moi, ce qui me manquait, justement, c'était cette capacité à évaluer les résultats opérationnels sur le terrain. Il n'y en avait pas, en vérité. Et du coup, moi, j'ai trouvé du côté de l'entreprise, justement, cette obligation, cette confrontation au marché, le fait qu'il soit dans ce monde réel, d'abord sur des plateaux techniques qui sont permanents, enfin, performants, je veux dire, parce que l'entreprise, elle est obligée de se tenir... entre guillemets au top de ce qui se fait sur le terrain si elle veut être compétitive. Et du coup, on avait des bons outils pour travailler. Et puis moi, je trouvais très gratifiant que les gens puissent mesurer les résultats de ce qu'on leur avait apporté. Et en centre de formation, très souvent, cette partie-là d'évaluation, on n'a pas la partie transférabilité en situation de travail. On l'a pratiquement pas et c'est catastrophique ça. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, on l'a pas parce que c'est vraiment difficile à établir. Oui, bien sûr. Vrai que c'est la partie la plus difficile à mettre en place, à évaluer. Et moi, il y a une évolution. Par exemple, nous, les formations, on les fait que chez nos clients. Et le fait, ne serait-ce que le fait de se déplacer chez le client, ça nous plonge dans l'univers
de la pression opérationnelle. Oui. Et déjà là, il y a une différence par rapport à faire une formation dans une salle de formation classique où, on a aussi cette pression quand on fait une formation sur une chaîne de production, par exemple, à la FEST. Là, tout de suite, on se rend compte, on est dans l'urgence, on est dans le contexte. Chez un client, une de mes consultantes a eu un mal fou à mener sa formation. C'était toujours reporté à la dernière seconde. C'était une formation à FEST. Et on est toujours dedans, et ça fait 6 mois que ça dure, et on se bagarre avec les opérationnels pour trouver un moment, et quand on trouve un moment, pour qu'ils soient disponibles pendant ce moment, quoi, hein. Alors, est-ce que c'est une contrainte hiérarchique qui leur est imposée, ou est-ce que c'est simplement le fait qu'ils ne voient pas l'intérêt et le gain qu'ils vont avoir à faire cette formation? À l'origine, c'est leur demande. Ouais, donc C'est accepté par la direction, mais je pense qu'ils se mettent eux-mêmes une pression opérationnelle forte parce qu'ils sont en sous-effectif, parce qu'ils ont voilà. voilà, ils ont des objectifs, hein. Voilà, Oui, oui, bah voilà, on a la réponse. donc c'est un équilibre qui est pas évident à trouver, et on a les mêmes difficultés dans la plupart des entreprises privées, beaucoup moins. Alors si, même on travaille pour des entreprises subventionnées dans le monde de l'insertion, par exemple. Oui. Et même là, c'est très très compliqué. Bon, après, on travaille pas trop avec l'administration, donc je pourrais pas témoigner sur Ouais, de ces ce qui s'y coordonnées-là, passe, mais ouais. peut-être que c'est pareil aussi, hein, je sais pas. D'accord. Moi, ce que j'entends, c'est réplicable et tu peux le faire dans des entreprises de toute taille. Toi, tu as un domaine d'intervention avec une taille particulière d'entreprise. C'est quoi l'entreprise pour toi la plus représentative de ce que tu déploies aujourd'hui? Alors, pour avoir une vraie prise sur les choses, avec nos capacités, nos moyens de Grains Up, moi, je privilégie plutôt les PME, voire les ETI, mais un peu moins les grands groupes. C'est-à-dire qu'on a plusieurs activités, et l'activité vraiment de diagnostic, de plan d'action et de déploiement, on est performant sur les PME où on a accès à la direction, on a accès à tous les leviers. C'est pas trop immense. Éventuellement, c'est multisite, Oui, mais on a encore des leviers qui fonctionnent. C'est moins le cas dans des grands groupes. Alors, par exemple, on travaille pour le groupe Carrefour. Le groupe Carrefour, on a des activités qui ne sont pas du tout de ce ressort-là. On ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas d'accompagnement au déploiement d'une dynamique d'apprentissage interne. On oui, va plutôt être sur des sujets beaucoup plus restreints. On va concevoir des modules de formation, soit hybrides, soit purement digitaux, qu'on va leur remettre pour qu'ils deviennent autonomes pour les conduire en interne. Donc notre finalité, ce qu'on aime bien en tout cas, et ça c'est ma culture personnelle puisque je viens de PME, c'est de donner les clés à l'entreprise, de devenir autonome sur le sujet de l'apprentissage, parce que c'est tellement une capacité d'entreprise qui est essentielle à mon avis, oui. pour rester performant, pour s'adapter, pour former les gens qui arrivent, ça devrait être, avec une deuxième que j'ai en tête, mais sur laquelle on travaille pas, on peut pas tout faire, ça devrait être pour moi l'immense priorité de toutes les entreprises de taille intermédiaire. La deuxième, c'est la simplicité. Pour Mmh. moi, le deuxième gros avantage concurrentiel qu'on pourrait avoir, c'est la simplicité, parce que on voit que, même moi, à ma petite échelle, on n'est que 20 dans l'entreprise, on voit que tout se complique, mais à une vitesse folle, Ouais. dans les outils qu'on utilise, dans les technologies, dans plein plein de choses. Et si on arrive à simplifier, c'est encore mieux. Mais c'est un autre sujet. Ouais, ouais, c'est ça. Tu me parles d'outils un petit peu. Alors nous, on sait toujours que nos auditeurs sont friands d'outillage, Oui, oui. hein. Et du coup, c'est quoi vos outils, enfin globalement? Alors, les outils, alors, dans nos stratégies de déploiement, hein, qui sont construites avec nos clients, on prévoit de travailler sur le savoir-faire des équipes, donc l'état d'esprit des salariés, le savoir-faire des managers, à entretenir et à stimuler cette dynamique, à apprendre. On forme les formateurs et les tuteurs, et on a un volet, donc ça c'est les savoir-faire des équipes, et ensuite on a un volet outillage
Et on a, nous, alors on a conçu d'abord une plateforme LMS vraiment 100% française. Elle a été faite entre Limoges, Bordeaux et elle est hébergée en France. Et on l'a conçue pour les PME. C'est-à-dire qu'une PME, concrètement, ça n'a pas envie de s'enquiquiner. Il n'y a pas un DSI tout le temps Ouais. qui est là pour régler les problèmes. Donc, en mode SaaS, très très simple, qui fait les grands principes, c'est qu'elle est simple et qu'elle s'interface avec les outils déjà utilisés dans l'entreprise pour pas créer de nouveaux apprentissages inutiles, Oui. superflus. Donc, si un exemple, hein, si l'entreprise a forcément un système de mail, ça va se connecter au système de mail. Elle a forcément un système de visio qu'elle a choisi pour X raisons. On va utiliser le sien, etc. Oui. Et puis, on est vraiment sur le cœur d'une plateforme LMS, c'est-à-dire qu'on a une bibliothèque de contenu, une capacité à intégrer tous les contenus qu'on veut dedans. Oui. On a la création de parcours, on a la création d'une arborescence de compétences qui permet aussi d'être, pour un RH, d'avoir le suivi de l'évolution de chacun sur chacune des compétences. Oui. Et puis, on a des statistiques, on peut générer des attestations. Ce qui est en train d'être apporté dans cet outil, ce qui peut intéresser, c'est que justement, face à la complexité de la FEST, par exemple, je suis en train de mettre en place un système de suivi des AFEST hyper light qui permettra d'avoir à la fois les contenus pédagogiques, entre guillemets, ça peut être une vidéo, ça peut être un audio, ça peut être un document, de tracer les phases de réflexivité et d'évaluer. Et donc, d'avoir cet outil sur un smartphone raccroché à la plateforme qui communique avec les compétences et qui permettent d'avoir tout en un, quoi. Donc ça, c'est un exemple d'outil qui est destiné à simplifier la vie de ceux qui veulent tracer ou qui doivent tracer les compétences dans l'entreprise. Donc ça, c'est la partie LMS et qui évolue en permanence. Voilà, pour info, elle est aujourd'hui, on a à peu près une centaine de milliers d'utilisateurs Ouais, c'est... parce que le groupe Carrefour l'utilise. Alors c'est paradoxal parce qu'on l'a conçu pour des PME et le CFA du groupe Carrefour nous sous-traite son utilisation. Ensuite, elle est utilisée par beaucoup d'entreprises industrielles. Alors l'idée c'est que nous on a un service complet autour de ça, c'est-à-dire qu'on va produire aussi des modules si les clients en ont besoin. Ouais. Donc, j'ai une équipe de graphistes et d'ingénieurs pédagogiques qui vont sur le terrain, qui construisent avec les clients les formations. Des fois, elles sont hybrides, des fois, elles sont que digitales. Ça dépend du public, ça dépend du sujet, ça dépend de plein de choses. Elles prennent des formes complètement variées. Ça peut être de l'immersion, ça peut être de la vidéo, ça peut être des slides, ça peut être n'importe quoi. Et donc, on intègre ça dans la plateforme ou dans leur plateforme. Et en termes d'outils, on fait que du sur-mesure finalement, hein, sur la partie contenu de formation. Donc voilà ce qu'on propose. On n'est pas parti pour l'instant dans l'usage de l'IA parce qu'on n'a pas trouvé d'usage qui ait vraiment une grande valeur ajoutée chez nos cibles Oui. en termes de formation et d'apprentissage. Bon, c'est un parti pris. Peut-être qu'on fait une grosse erreur, mais moi j'attends un Bon, peu que ça mûrisse pour moi, voir. je dis que l'intelligence humaine, elle est bien, hein, quand même. Ouais, ouais, je trouve aussi, surtout sur le sujet d'apprentissage, hein, Ouais, c'est ça. voilà. On peut se faire aider par des outils, mais l'IA aujourd'hui, j'ai pas trouvé. Si j'ai une idée, mais que je n'ai pas encore projeté de mettre en place, c'est de faire un compagnon d'apprentissage purement dédié à un environnement fermé. Ouais. Donc, par exemple, je suis sur une ligne de production dans mon usine et puis il y a tout un tas de procédures. Moi, j'ai souvent été confronté à un problème, c'est que les procédures du manuel qualité, ISO ou autre, ou HACCP, elles sont super bien décrites dans le manuel que personne ne va jamais voir. Et puis ensuite, sur le terrain, tu as des gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien. Oui, c'est ça. Donc, il y a un vrai gap entre les deux. Et je me dis qu'une IA qui serait là au poste de travail et qui permettrait d'aller chercher dans ce manuel qualité et puis dans d'autres ressources, peut-être d'un fournisseur de machines, d'aller chercher des réponses Oui. ou proposer des solutions, ça pourrait être un plus. Voilà. Ça sera un petit peu l'objet d'un juste à temps, tu sais. Oui, C'est ouais. c'est maintenant et c'est pas tout. C'est juste ce que j'ai besoin. C'est ça, exactement. Ouais, Donc, ça c'est c'est ça c'est individualisation de l'accompagnement, quoi. ouais, ça c'est très très bien ça. Mais bon, voilà, on n'en est pas encore là et ça ne doit pas être très compliqué à mettre en place, mais ça rejoindra peut-être la plateforme dans quelques temps. Bien, c'est très bien. Cette plateforme,
facile, simple d'utilisation, dimensionné pour toute taille d'entreprise. On a compris qu'on est sur des PME ou des ETI. Tu vois comment, toi, qu'est-ce que tu observes sur le terrain comme changements fondamentaux une fois que vous êtes passé, entre guillemets? Alors, le premier, celui qui me vient à l'esprit, c'est le plaisir à transmettre. Ça, c'est quelque chose qui nous fait plaisir parce que ça veut dire que la dynamique, elle est lancée. Quand on a formé, par exemple, des tuteurs sur quelques notions de réflexivité, puis de posture, etc., ils faisaient ça un petit peu contraint forcé avant, ou alors parce que c'était des experts et puis ils n'avaient jamais eu de formation. Ouais. Et le fait de les accompagner, on voit qu'ils étaient motivés après à faire la transmission bien et puis à vérifier surtout que ça avait bien marché. Donc ça, c'est le premier impact qui, à court terme, là, qui me vient. Ensuite, l'autre chose, c'est l'entreprise devient capable de faire des choses elle-même. Ça, c'est top parce que là, on travaille avec un opérateur de transport urbain et ils ont une problématique de sécurisation des chantiers quand ça se passe dans la rue. Sinon, quand ils peuvent pas rapatrier les véhicules dans leurs ateliers. Et donc là, il y a des gens qui font ça, mais qui sont pas formateurs. Et il n'existe pas de formation là-dessus dans la ville où ils sont. Donc, on prend les experts et on va en même temps, on va faire une formation action, c'est-à-dire qu'on va les former à devenir un peu plus formateurs internes. Ouais. Et en même temps, on va construire cette formation avec eux. C'est-à-dire qu'on va faire le contenu, les objectifs pédagogiques, on va faire les supports, ça va être des slides, on va concevoir les ateliers, parce qu'on va aller le faire sur un site réel. On va construire cette formation, et ensuite on va leur faire en live avec notre consultante formatrice, et on va faire un exercice de réflexivité avec eux en train de faire cette formation à des collègues. Et donc, ce qui est super, c'est que à la fin de ça, les gens sont vraiment autonomes et l'entreprise même est presque capable de concevoir de nouvelles formations sans qu'on intervienne. Et la seule satisfaction finalement qu'on peut avoir, même si c'est pas bon pour le business, hein, j'en ai conscience, La vérité, c'est très bon pour le business. mais en réalité, Parce c'est bon qu'il pour le il business. va naître de nouveaux besoins et de nouvelles envies, et ils savent que tu es un vrai partenaire de choix après. Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, c'est que l'entreprise vraiment soit de plus en plus autonome. C'est vraiment l'impact premier qu'on recherche et qu'on observe. Alors des fois, il y a des impacts des fois ça marche pas du tout, hein. Il faut être clair. Des fois, on nous demande de faire un module e-learning. Et en général, quand on nous appelle pour dire je veux un module e-learning, Learning, c'est que tout le reste a échoué et ouais. qu'on n'a pas été capable de le faire autrement. Et il y a la magie du module e-learning qui existe toujours dans la tête Mm, de chacun, mm. de certains. Et en réalité, donc, c'est pas qu'on dissuade nos clients, mais on leur explique dans quel cas ça peut marcher, avec quelle organisation autour, avec quel accompagnement. Et les rares cas où ça n'a pas marché, c'est quand les personnes nous disent oui, 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 d'accord, 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 d'accord. Donc on fait le module. Des fois, on en a fait pour presque 100 000 euros de module, hein, sur des gros programmes. Et puis, on se rend compte au moment de déployer que ah, ben, sur tel site, on n'a pas de Wi-Fi. Ah, c'est moche. Ah, mais sur tel autre, il n'y a pas les équipements informatiques Ouais. pour Ah, consulter, il n'y a pas de lieu non plus. mm. Et donc, alors ça c'était au début de Grains Up où on a rencontré ce genre de choses. Donc maintenant on l'a intégré dans nos diagnostics pour nous Oui, assurer que ce qu'on propose, parce que le support technique est là, hein, pour qu'on puisse déployer, hein. ben c'est ça, c'est ça. Mm, Et puis on peut pas se louper parce que il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller faire du e-learning en l'occurrence. mm. Sur Et tu sais, c'était très d'actualité, hein. Moi, quand j'étais responsable R&D et digitalisation de la formation sur le centre où je travaillais avant, et ça y est, c'était parti, hein. Ils fabriquaient des modules, on faisait tout. Puis à un moment donné, j'aurais dit, ouais, ben les gars, on n'a pas Internet, on n'a pas le Wi-Fi sur le campus, il fait 15 hectares. eh oui, On va commencer par ça. Ça a commencé par 187 000 euros. eh ouais, Ah ben, ça les a détendus direct, hein. ah ben oui, oui, c'est Parce que sûr. j'ai dit, moi, je veux bien qu'on fabrique tout ce qu'on veut, hein, il n'y a pas de souci, hein, on va vous le mettre en production. On avait un Learning Lab, on avait ce qu'il fallait, mais s'ils n'y ont pas accès, ça sert à rien. Et c'est vrai que, ben voilà, faut commencer vraiment pas dans l'ordre. J'ai quelque chose qui me revenait à l'idée tout à l'heure dont je voudrais te parler. Tu m'as dit, le premier truc, c'est qu'ils ont le plaisir de partager, d'enseigner,
d'accompagner. Oui. J'ai eu la chance, moi, d'accompagner des experts. Et ce que moi, j'avais observé, tu vas me dire si toi, tu le vois aussi, c'est ils ont une vraie compétence inconsciente, hein, et la conscientisation de cette compétence inconsciente fait qu'ils disent ah mais c'est incroyable, mais du coup je savais pas que je savais tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça c'est moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'avais l'impression que c'était des découvertes, hein. Mais pourquoi tu fais ça? Comment tu t'y prends? Et tout ce questionnement là, ce travail d'explicitation du geste, de l'accompagnement qu'on leur faisait. Moi je trouve que ça les faisait grandir. Et Oui, eux, absolument. et eux, au fur et à mesure, ils devenaient boulimiques de ça. Ils voulaient nous en donner encore plus, aller se questionner encore plus. Enfin, c'était incroyable ça. Ah oui, oui, ça, je l'ai vu la première fois sur un module qu'on a fait. On a accompagné un expert sur la couture du cuir, les machines à coudre et Ah, le cuir. Et en fait, lui, il faisait ça. Alors, ça semble vraiment très simple, hein. Quand il le fait, c'est ah formidable. oui, ben oui. Et donc, on le filmait, puis on décortiquait les étapes pour qu'il puisse expliquer. C'était pour industrialiser un peu l'intégration de nouvelles personnes. Et c'est fou tout ce qui était implicite. Mmh. C'est incroyable. Moi, C'est incroyable que tu me parles de ça parce que moi, ce travail-là, je l'avais fait avec un cordonnier. ah oui, d'accord. Bah, ça doit être assez facile. Eh ben, c'était la même chose, hein. Bah, tu vois, tu Ouais. prends ce cuir-là. Oui, pourquoi celui-là? Bah, parce que c'est celui-là. Eh oui, Oui, c'est mais ça. maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi c'est celui-là. Ben, ça, sur la vache, c'est tel morceau, et ça, et voilà. Et c'est parti. En vérité, il y a tout ça. C'est incroyable, ce truc. Et puis, il y a le positionnement c'est-à-dire que la généralisation de la compétence. C'est-à-dire que là, par exemple, lui, quand il avait un problème sur sa machine, il savait le résoudre. Et Ouais, c'était vraiment là, l'expérience n'est pas remplaçable là pour ouais, ça, parce que chaque fois le problème est différent. On peut pas faire 50 modules sur tous les problèmes qu'on peut avoir. c'est ça. Donc l'idée, c'était de réfléchir, lui, à ce qu'il était important et possible à transférer à une personne nouvelle sur le premier dépannage et sur l'escalade qu'il fallait faire vers le technicien spécialisé ou l'entreprise de service. Et donc, il a fallu qu'on repasse en revue tout ce qu'ils savaient faire et qu'ils disent, mais non, là, ils pourront pas l'apprendre. Donc là, on bascule sur l'expert. Et donc, ça touchait aussi les process, c'est-à-dire qu'on a dû adapter les process dans la petite entreprise dans laquelle on travaillait, en disant, à partir de tel problème, c'est plus vous. Vous appelez votre responsable et il s'en occupe. Ouais, Donc ça a c'est des ça. implications autres en essayant de généraliser la compétence. Et on a fait d'ailleurs un module numérique parce que ça nous semblait essentiel sur prendre conscience de mes compétences. Ouais, Et ça, c'est directement lié à ce que tu viens de dire. c'est ça. C'est incroyable, ce truc-là. Ouais. Très bien. Euh, on a parlé un petit peu des outils, tu as parlé du LMS. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'actions terrain. Tu parles de consultants, tu peux nous en parler un peu? Tu nous parles que tu as 20 collaborateurs. Après, Oui. tu nous parles de consultants. Comment ça fonctionne un petit peu ton organisation là? Alors, comme on a envie d'accompagner l'entreprise vraiment de A à Z dans le projet, c'est-à-dire du diagnostic, en passant par le savoir-faire des équipes, l'outillage, l'outillage, et puis après la mise en œuvre, le déploiement efficace. Moi, je suis obligé d'avoir une équipe qui couvre tout ça. Donc, ça veut dire que moi, on est deux à pouvoir faire le diagnostic. Parce qu'il Oui, faut de l'expérience de management, il faut une connaissance des organisations, etc. Donc, avec Virginie, on fait ça. Ensuite, j'ai 3 consultants formateurs qui vont sur le terrain pour faire soit de la FES, soit de la formation de tuteur, de la formation de formateur. On a lancé une formation de manager qui est décomposée sur 13 semaines, qui est composée de e-learning plus d'ateliers de mise en œuvre, etc., et d'entraînement, qui est animée aussi par ces consultants formateurs. Et puis ensuite, on a la partie plutôt technique. Donc, sur la partie plateforme, moi, je sous-traite le développement parce que je sais pas piloter des développeurs. Donc, ouais, on a bah oui. décidé de sous-traiter ça. En revanche, j'ai un pilote et j'ai 2 personnes sur la plateforme, support client et pilotage des évolutions de la maintenance. Et puis ensuite, j'ai des graphistes multimédia
qui, eux, fabriquent les modules. Donc, ils vont sur le terrain, ils filment, ils créent les graphismes, ils construisent les modules interactifs, ils construisent les immersions, etc., pour livrer, pour construire des modules. Ingénieurs pédagogiques qui permettent, avec le client, de construire le module, voilà, sur le terrain aussi. Oui. Et enfin, comme on est OF, eh ben j'ai quelqu'un qui s'occupe notamment de gérer Calliope. Et ça va pas s'arranger, si j'ai bien compris. Ah non, c'est ça. Qui s'occupe de gérer les formations, de faire l'interface avec les clients sur l'organisation des formations. Voilà, donc ça fait 20. Et puis j'ai eu un service commercial marketing aussi, parce qu'on a atteint une taille qui fait qu'on joue sur le terrain national. Et donc, pour se faire connaître, autant dans notre bassin économique, c'est assez facile parce qu'on a le réseau. Ouais, tu peux rappeler où tu es situé? Parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, on est à Limoges. J'ai une collaboratrice à Bordeaux. Donc, notre terrain de jeu naturel, c'est vraiment la Nouvelle-Aquitaine. Oui. Et puis, on a des clients au niveau national. On a Carrefour France qui fait appel à nous sur 2 sujets. L'accompagnement des formations d'alternance de tous leurs futurs directeurs de magasins. Sur des formations managers d'unités marchandes sur 12 mois en alternance, qui nous sous-traitent. On a l'INRS pour qui on fait toutes les capsules digitales de formation des préventeurs en sécurité au travail en France. On a l'Agence française de lutte contre le dopage pour qui on fait tous les modules aussi de sensibilisation des sportifs et de leur encadrement et de leur entourage. Tu le fais pas à l'insu de leur plein gré? Alors ça, non. Là, je sais pas si tout le monde aura les références. Ouais, bah écoute, les moins de 20 ans, ça va être compliqué, mais... C'est ça. Mais en tout cas, voilà, donc on a des clients nationaux et puis des entreprises qui nous amènent aussi un petit peu à l'étranger. Une entreprise dans la défense qui commence à nous faire travailler pour des filiales aux Pays-Bas. Donc voilà, maintenant la localisation, le changement de langue et tout ça est beaucoup plus facile. Oui. Alors, sauf quand c'est sur des sujets hyper techniques, là on se fait aider par le client. Donc voilà, donc j'ai finalement avec cette équipe, on est capable d'intervenir un peu partout en France et on a un réseau qu'on est en train de développer qui nous permet de mieux connaître les bassins économiques un peu partout. Ce sont des ambassadeurs, des consultants RH en général, qui sont déjà en relation avec un certain nombre d'entreprises localement et avec qui on travaille en collaboration quand il y a des sujets sur notre domaine d'intervention. Ils font partie de la solution souvent, ils interviennent avec nous, ou alors ils nous demandent simplement de prendre contact avec leurs clients pour travailler avec eux. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une entreprise qui n'a pas encore testé ta solution et ton accompagnement? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour la convaincre de te rencontrer? Alors, je pourrais lui dire que on n'a surtout rien à vendre de tout près et que la première étape, c'est vraiment de comprendre, d'écouter, parce que il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette unique. Ce que je lui dirais, c'est que ça vaut le coup au moins de discuter, de comprendre, parce que de toute façon, l'enjeu, on est certain qu'il est là. C'est absolument indispensable de piloter en interne l'apprentissage. Enfin, moi, je pense que je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est vraiment une capacité de l'entreprise qui devient de plus en plus essentielle, qui englobe la veille aussi, hein, mais et donc je lui dirais qu'on est extrêmement pragmatique sur ces sujets-là, parce que on se rend bien compte que quand on rajoute des sujets aux gens, ces sujets ça ne se passe pas, ça ne se met pas en place. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche hyper pragmatique et surtout d'intégrer tout ce qu'on fait dans le quotidien déjà existant des équipes. Ça demande un effort, ça, un effort de conception, un effort, une exigence dans. C'est pas des solutions faciles, c'est des solutions qu'on va beaucoup réfléchir en fonction de l'entreprise pour qu'elles soient naturelles pour les gens, vraiment, qu'elles ne demandent pas du temps en plus ou un outil à utiliser en plus. On en a marre de se connecter à 36 outils. C'est notre objectif, notre premier objectif. Pour que ça marche, au-delà du contenu qu'on va adapter à chaque entreprise, c'est dans la façon, on va intégrer ça dans le quotidien de chacun. Tu vois, moi, en tant que micro-organisme de formation, il y a déjà quelques années, je n'avais
comme objectif qu'un seul, intégrer la formation dans leur workflow de travail. Oui. Et ça, c'était pour moi, en vérité, la ligne, le fil rouge, c'était leur workflow que la personne fait, et moi venir amener ma formation adossée à ça. Et ça, c'était quelque chose qui a fait une vraie différence au départ entre mes propositions et des propositions concurrentes, par Ouais, exemple. ça m'étonne pas du tout. Et puis ça a toujours été le cas en fait, hein, parce que moi je me souviens, quand je dirigeais cette PME, euh, dès qu'on voulait sortir, alors il y avait des mécaniciens notamment qui avaient l'habitude de formation, mais d'aller chez le constructeur, tu vois, Ouais, en général, oui. c'était un peu une consécration Ouais, c'est ça, c'est la récompense. voilà, ces récompenses. Et puis il y avait une forte culture de la compétence. Mm. C'est-à-dire qu'on respectait les gens qui avaient plus de compétences. C'était très fort. Un chef d'atelier, par exemple, ne pouvait pas être quelqu'un qui n'était pas le plus compétent de l'atelier. L'atelier. Voilà, Eh oui. c'était comme ça. Par contre, déjà à l'époque, il y a des gens qui ne voulaient pas partir en formation. Et il y en avait plein. Et, euh, et déjà à l'époque, je pense que cette façon d'envisager apprendre, plus que former, elle aurait déjà eu du succès. Alors, sauf que on était dans l'époque encore du perçu comme étant gratuit, hein, de la Ouais. formation, donc ça aurait peut-être eu un peu moins d'impact. Mais là, aujourd'hui, je pense que ça en a encore plus à cause de ça. Et je dirais que moi, ce qui a été le plus compliqué, tu sais, quand tu dis, bah, en vérité, j'ai rien à vous proposer, on va le construire ensemble. Ben moi, je me suis heurté très souvent à la dimension. Ouais, non, mais vous n'avez pas de catalogue. Ouais, non, mais c'est quoi Ouais. qu'est-ce que vous proposez déjà? Et ça a été compliqué. Hein. Moi, j'ai fait des allers-retours entre je fais un catalogue, je fais pas de catalogue, je fais un catalogue, je fais pas de catalogue. Et du coup, j'en ai pas fait. Hein. À la rigueur, post-action, tu pourrais cataloguer ce que tu as fait Oui, en situation, parce qu'il y a forcément des récurrences, des choses qui vont revenir. Mais très stratégiquement, il est assez compliqué d'aller échanger sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas déjà. oui, c'est vrai. C'est Et vrai je, que et c'est. je pense que là, moi, mon principal boulot, c'est un travail d'acculturation à la capacité qu'on a à co-construire les choses, à co-élaborer. Et ça, déjà, ça demande un engagement au départ moi, j'ai toujours eu assez de difficultés quand même à mobiliser ça. Quand c'est mobilisé, c'est gagné. Hein. Oui, Mais c'est vraiment une piste d'acquisition forte, ça. Enfin, pour les gens qui veulent travailler comme tu le fais. Après, si tu veux te faire un catalogue et puis bah, ils choisissent dedans, écoute, ouais, bah, disons qu'on a besoin d'avoir des accroches quand même. Et ouais, donc, ouais, moi, je vois bien que les entreprises dans lesquelles on est rentré pour mener un projet plus global, on a commencé par des petites choses. oui. Et ensuite, c'est en parlant, en échangeant, en voyant les difficultés qu'on rencontrait à les mettre en œuvre, que on est remonté d'un cran, puis d'un deuxième, etc., pour finir en comité de direction et parler des sujets dans toute leur globalité, et dans toute leur complexité, et pas juste apporter une rustine sur le petit trou qui... Bon. Et tu Euh, vois, moi, ce que j'ai mesuré, c'est que c'était les opérationnels terrain, tout compte fait, qui portaient ma proposition plus que moi à des moments. Parce que je faisais ce que tu disais, hein, ce que tu décris. Oui, ben vous avez tout à refaire, on va commencer par un truc. Alors, c'est quoi le truc qu'il faut qu'on commence tout de suite? Pour vous, ça vous paraît quoi, l'urgent, l'important? Voilà, on y va. Tac, une fois qu'on l'a fait. Après, je trouve qu'on était beaucoup mieux porté par les responsables de production que auprès des RH, que la relation première qu'on avait avec les RH, qui était plus dans cette notion de catalogue, plus un petit peu éloigné de la réalité de la production. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis Ouais. d'accord parce que ceux qui subissent le premier impact des dysfonctionnements, c'est quand même les managers de proximité, Ah quoi. ben ça, c'est très clair. Et du coup, moi, j'ai vu des discussions, je les ai entendues. J'ai dit, écoute, moi, ton truc, j'en ai rien à faire, que la formation, tu me la finances dans 6 mois. Nous, dans 3 mois, il faut qu'on soit opérationnel, alors il faut vous bouger. Ouais. Bon, ben on y va, hein. Tu vois. Ah Et ouais. je trouve que c'était intéressant. Et c'est bien de passer dans ta stratégie, de passer par la direction. La direction, c'est eux qui ont toutes les clés. Moi, j'ai beaucoup étudié tout ce qui était écrit sur l'entreprise libérée. Et on se rendait bien compte que cette clé couvrait tout, mais qu'après, c'était vraiment au niveau opérationnel, dans l'entreprise, que les actions se mettent en place, qu'elles se mesurent et que l'efficience est optimisée. Hein. Ouais. C'était vraiment là.
Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, nous, en fait, il faut qu'on soit capable de parler à tous ceux qui peuvent décider. Donc, Oui, ceux qui peuvent. Donc, on a décidé de faire une offre catalogue, nous. Alors, tu vois, oui, on oui, oui, cède, oui, on oui, cède, bah oui, mais et on ce se sera fait une normal. offre standard avec quelques formations type. Alors, on les fait jamais comme elles sont présentées parce qu'en fonction de l'entreprise, on Oui, les adapte. s'adapte, oui. Voilà. On veut un peu plus de ça, un peu moins de ça, etc. Ou un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Oui, Et puis on a puis, plus besoin de ci ou de ça, c'est quand même là que c'est ça se ça, passe, hein. c'est ça. Bah ouais. Donc là, c'est la partie catalogue. Ensuite, moi, j'essaye dans des différents réseaux que j'ai, ça déclenche jamais par la direction pour l'instant. Ça, Mmh. C'est là que je voulais arriver, hein. ah ouais, mais c'est ça. Et c'est quand même, d'abord, d'une part, moi, je trouve ça préoccupant. J'essaie de me souvenir quand j'étais dirigeant, Ouais, si j'aurais été attentif à ça ou pas. Je sais pas. Honnêtement, bah je oui, sais pas. C'est trop oui, loin. oui, Par contre, ici, chez Grains Up, on pratique ça. On le met en œuvre. Et tout n'est pas facile, hein. On le met oui. en œuvre et ça marche bien, mais c'est exigeant en termes de comportement, en termes de savoir-faire de chacun, en termes d'état d'esprit. Donc on le mesure bien chez nous. Donc on a la nécessité de parler aux RH quand même et de leur Oui. donner ce qu'ils attendent, c'est-à-dire le point d'entrée, c'est-à-dire leur donner quelque chose de standardisé, de lisible. Mmh. On est en train de travailler un peu plus là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'avec une formation à FEST, bah, tout de suite, on va déclencher des choses. Parfois, on est référencé dans les OPCO, dans la plupart des OPCO pour des formations à FEST. Bah là, c'est un point d'entrée facile parce que c'est finançable, parce que Oui. c'est poussé même par les conseillers OPCO qui disent tiens, essaye la FEST là-dessus. Donc, Mmh. c'est un point d'entrée Oui, et puis la assez question fréquent. qu'on pourrait se poser, compte tenu que ça ne te coûte rien, comment ça se fait que tu l'as pas déjà mis en œuvre? Oui, c'est Ça, ça. ça peut être aussi cette vision-là, hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous attendez, hein? C'est allez-y, quoi, allez-y. La problématique, on l'a identifiée, la solution, on l'a, bah, activons-la. Et moi, j'ai l'impression que ce sujet d'apprendre, il n'est pas encore complètement dans les esprits de tous les dirigeants. On est bien d'accord. Je pense qu'il est dans les esprits très très clairement de gens opérationnels qui intègrent, qui Oui, voient le turnover et qui doivent le gérer, qui ont des clients qui râlent parce qu'un truc a été mal fait, donc ils voient bien qu'il y a une carence en compétences ou en organisation ou en processus, etc. Ça c'est clair, mais c'est pas eux qui décident en général. mmh, Et donc on a vraiment, je trouve moi, culturellement, une évolution. ouais. Alors, On est un peu, on est un peu des évangélisateurs. évangélisateur. Merci Oui, oui. pour le bafouillage. Mais ouais, je pense qu'on a ce rôle-là, donc on lâche pas en tout cas, on Ouais, en parle partout. ouais. C'est assez fatigant. Et puis après, moi, je peux te dire quelques freins que j'avais observés puisqu'ils étaient exprimés, hein, puisque bah oui, mais tu comprends, plus il va monter en compétence, entre guillemets, plus moi, son supérieur hiérarchique, je vais être dépendant de lui. Donc, Ah plus on oui, va donner de pouvoir. En vérité, c'est une répartition du pouvoir. En vérité, c'est comment je perçois mon propre pouvoir en relation avec le pouvoir des autres. Et du coup, ou alors ça va être si c'est sur une petite structure, enfin un peu moins grande. Ah ouais, mais tu comprends, du coup, il va monter en compétence, il va me demander de l'augmenter, et tu oui, vois. Et ça, en vérité, on n'est plus dans la mesure de ce que ça fait en cash flow à l'entreprise. et oui, Et, et on a, et ça nous voilà. ramène, Laurent, aussi à un autre sujet, c'est que le manager, par exemple, qui va avoir la première réflexion que tu as faite Mmh. sur il va monter en compétence, etc., ça veut dire que lui n'est pas rassuré non plus, et ça veut dire que c'est son comité de direction qui fait pas son job. C'est ça, on est Et, bien et d'accord. donc, c'est bien pour ça qu'on est toujours obligé de remonter au comité de direction, si on veut Mmh. avoir une approche vraiment globale, même Oui, dans les petites entreprises, hein, oui. parce que là, on suit une entreprise où il y a 30 personnes, le dirigeant est omniprésent, il est partout, il gère tout. Omniscient. S'il est malade, la boîte se casse la gueule, hein, Ouais. clairement. Donc il est resté artisan, il est toujours pas entrepreneur, hein, quand C'est même, ça, il est s'il en est toujours pas. là. Mmh. C'est ça. Et Ouais, puis, je ouais. pense qu'il aura du mal à grossir parce que déjà, lui-même, ça lui fait une vie impossible, hein. Il est Mmh. stressé, C'est fou il, ça. il est complètement. Il n'a pas pris la mesure en fait du succès qu'il a, Ouais. et il attribue le succès au fait qu'il gère tout. Oui, bah oui, Et c'est donc, normal. la boucle est bouclée, on est coincé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, bon après, il y a des combats, tu sais qu'il faut pas mener, hein. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, fouf. Non, mais c'est intéressant à regarder. Donc là, bon, c'est pas le sujet du jour, mais on est vraiment dans une culture d'entreprise.
Oui, c'est ça. Hein, Et on est obligé de travailler sur ce sujet-là. Oui, on est vraiment là dans cette ouverture, dans la culture d'entreprise, dans cette coélaboration, dans le fait euh, d'additionner les compétences pour un objectif bien formalisé. Tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure. Tu as dit j'ai besoin de parler aux dirigeants pour tout ce qui est notion de valeur. Je crois qu'une chose qui pêche de tous les côtés, c'est que les valeurs, les why de l'entreprise ne sont pas clairement exprimées. Oui. Moi, Ou très alors, souvent. Oui, je ou t'en prie. alors elles sont exprimées avec ChatGPT, quoi. C'est-à-dire que toutes Bon, les entreprises ont les mêmes valeurs, quoi. oui, c'est ça, oui. Voilà. Et donc, c'est pas incarné, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça. C'est totalement pas incarné. Tu vois, moi, j'ai fait des interventions dans des entreprises. Quand j'arrivais, je disais bah, bonjour, vous êtes qui? Tu sais, je faisais un peu des audits du personnel. Bah, moi, je suis Anne-Marie, je suis à l'accueil. Vous faites quoi? Je réponds au téléphone. Ah oui, Mhm. bonjour, vous êtes qui? Bah, moi, je suis Denise. Vous faites quoi, Denise? Bah, moi, je fais des factures. Et puis, je faisais tout le tour comme ça. Et quand j'avais fini, bon, alors, bonjour, vous êtes qui? Bah, moi, je suis Anne-Marie, je suis la standardiste et j'aide nos clients à résoudre tel Eh oui, problème avec notre solution. c'est ça. En vérité, c'est que globalement, il faut faire de l'alignement sur quel est l'objectif de l'entreprise, quelle est sa raison d'être, hein. Parce que sinon, on ne va pas avoir de synergie. En vérité, on a que de l'îlotage. On n'arrive pas à avoir. Alors, faut pas confondre ça avec une centralisation de tout. Par contre, l'axe doit être le même. Et ça, c'est le rôle du dirigeant de porter ça. Oui, et puis ça facilite la vie au manager d'avoir ce cadre Et à, à- oui, à décliner au niveau de son service ou de son équipe. mm, Et ça lui permet aussi de... Parce que finalement, quand on travaille sur l'apprentissage, on donne beaucoup d'autonomie. oui, On donne beaucoup de responsabilité aussi et d'autonomie aux gens. Et donc si... Moi j'ai eu le cas concret dans mon équipe. Si on donne pas un cadre, des limites, la personne peut en faire un usage, si elle n'est pas suffisamment guidée, qui est complètement en dehors des objectifs de l'entreprise. c'est ça, c'est Donc moi, ça. j'avais confié une mission de veille technologique sur différents outils à une personne, et cette personne a commencé à aller regarder des choses qui n'avaient absolument rien à Rien à voir voir. avec nos objectifs. Donc c'est là que j'ai Mm. pris conscience qu'il fallait que je décline nos objectifs Kiff. au niveau de ce sujet-là. Et ça, très souvent, tu vois, dans l'acculturation de l'entreprise qui est pas réceptif à ta solution, c'est souvent de la guider, de lui donner des pistes en disant, tiens, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est ça, et ce qui est mis en place, c'est ça. Déjà, après, ils font plus les choses en ignorance de cause. Ah oui, tout à Ou fait. ils les font pas, mais ça fait partie de l'acculturation. Et ça, c'est très important et c'est pas fait lorsque tu as un client qui n'est pas acheteur, qui va pas t'acheter. Ben, ce qui est intéressant, c'est de le mettre quand même dans et sur la voie, lui donner les moyens de pouvoir te re-rencontrer une autre fois. Mm. Et ça, c'est très, très, très important de le faire. Et ça passe, tu vois, quand on a des outils digitaux, c'est, bah écoutez, ce que je vous propose, je vous envoie notre petit livre blanc qui traite de tel sujet, tu vois, hein, une vision macro, mezzo, micro de votre management, de faire des petites choses comme ça qui en vérité concourent à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Parce que ça, c'est sûr qu'il va le chercher, tu vois. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est des Oui, bonnes nous, stratégies. c'est un petit peu le rôle de l'étape diagnostic, parce qu'on a plusieurs façons de le faire, le diagnostic. On a une façon light et puis une façon approfondie. Ouais, Et le diagnostic, c'est un bon révélateur c'est la photo en fait de comment ça se passe, comment c'est ressenti aussi. Parce que des fois, on a un écart entre la vision du manager et la vision des équipes, hein. des équipes, oui. Et on confronte ça. Et on essaie de... Ouais, ça, on l'a mesuré plein de fois. Alors, moi, je pense qu'il faut que vous leur fassiez une formation de ça, hein. Ah ouais, ouais, je le vois. Et puis, tu vas sur le Ouais, terrain, tu dis, eh, si vous faites une formation de ça, ah non, mais ça nous servira à rien. Nous, ce c'est qu'on a ça. besoin, c'est ça. Ah, vous leur en avez parlé? Ah bah non. C'est exactement, c'est exactement retour aux faits, à la réalité. Ça fait partie de cette dynamique d'apprentissage, hein. Hum. C'est justement partager. J'ai eu un exemple qui est très simple, hein. Il n'y a pas très longtemps, il y a un chef d'entreprise que je connais, il me dit, écoute, Laurent, toi qui connais dans la formation, le toi qui connais dans la formation, c'est toujours gratifiant. Mais, Et il me dit, ouais, alors moi, j'ai Anne-Marie, là, pfou là là, j'aimerais bien lui faire une formation sur Word parce que tu comprends, pfou là là, c'est compliqué pour elle de taper à la machine, tout ça, enfin à l'ordinateur, hein. Ah ouais, j'ai dit, et comment tu sais que la formation que tu vas lui faire alors a marché? Ah bah écoute, elle passera plus 3 heures à faire un courrier. Ah bah j'ai dit, dans ce cas-là, faut qu'elle fasse une formation sur Tape-Touche, hein. Et mais puis oui, après, elle ira voir comment ça fonctionne Word.
Ah bon? Non, non, mais moi je voudrais qu'elle fasse Word, hein. Tu vois la Oui, vision? Bah, j'ai dit, bah, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas ce qu'il faut. Voilà. et oui, le diagnostic est Ouais, devant tout. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais c'est lui qui décide, donc quelque part, bon là, bon, c'est un ami, il fait ce qu'il veut, hein. Moi, je suis pas impliqué dans le truc, mais c'est Mm. intéressant qu'il pose la question. Je sais pas ce qu'il va faire du coup. Très très bien. Tu parles d'audit un peu light et puis d'audit approfondi. C'est quoi qui motive la différence? C'est que des fois, on offre un diagnostic quand on a une perspective de faire autre chose. C'est-à-dire que Oui, je euh, comprends là. on, c'est une façon de faire connaissance. Ouais, C'est un diagnostic rapide. Et puis, quand on nous commande un diagnostic, un vrai, on le fait de manière beaucoup plus approfondie. Donc, on va ouais. faire plus d'entretiens en tête à tête. On va essayer de faire un échantillonnage un peu plus large. On va passer beaucoup plus de temps à aller sur le terrain pour observer Mm. aussi, au-delà des questions qu'on va poser à des gens ou via un questionnaire à tout le monde. Oui, Et là, on va en sortir des choses qui sont pas dites souvent. oui. Moi, quand on écoute le dirigeant, en fait, Il a sa vision. il a sa vision et c'est moins le monde tel qu'il est que le monde qu'il souhaiterait avoir sous les yeux. Oui. Et donc, le monde tel qu'il est, c'est bien de lui ramener aussi et d'aller voir. Moi, j'ai fait des interventions comme ça sur des entreprises qui me demandaient, on parlait d'intelligence collective, on parlait de choses comme ça avec eux, et eux, ils me disaient, ouais, non, mais nous, c'est important, les gens, tu sais, tu les réunis, tu leur poses des questions, tu les fais travailler sur le sujet, tout ça, il sort plein de trucs. Alors, moi, je leur ai dit, écoutez, de façon expérimentale, vous devriez faire deux groupes. Un groupe où les gens travaillent en individuel de façon anonyme et un groupe où les gens travaillent de façon collective. Et peut-être que la façon collective pourrait arriver dans un deuxième temps en s'appuyant sur ce qui a été dit de façon individuelle et anonyme. On se rend compte que lorsqu'on a un groupe, le groupe formate le comportement. Hmm. Et du coup, on effleure on n'est pas bon en vérité sur la résolution de problèmes. Par contre, quand tu vas les chercher en individuel en leur disant voilà la problématique majeure c'est quoi, qu'est-ce que vous aimeriez régler, enfin des questions très pertinentes, très précises dans leur sujet, dans leur domaine, dans leur contexte, là tu vas voir des choses incroyables et très souvent les gens qui sont les opérateurs terrain ont les solutions. Et moi j'avais remarqué, puisque c'est ce qu'on me demandait de remarquer, puis de regarder la pertinence de ça, c'était que très clairement, l'intelligence collective, le collectif en permanence, en vérité, ça te donne que la moyenne de ce que tu devrais voir. Ouais, je Et nous, suis tout à fait d'accord. Il y a et nous toujours du off après. ouais, 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 On a animé pour les compagnons du Tour de France, on a animé un World Café hein, ouais. pour les faire travailler sur les obstacles à la digitalisation Hmm. dans leur pratique de formation. C'était des formateurs. Et il est ressorti très peu de choses. Enfin, en tout cas, les thèmes sont tous les mêmes. Ils sont pas nombreux. Et donc, à la sortie, par contre, quand on discute, ah ouais, mais Ouais, là, ouais, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi. Bon, en fait, c'est pas ressorti, alors qu'ils étaient là pour ça, quoi. ouais, mais bien sûr, mais ça, on le voit très, très, très facilement, hein. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a aussi l'influence de l'observateur, c'est-à-dire que Hmm. moi, par exemple, j'essaye de pas y aller parce Oui, que les gens savent ma vision. Il y a un enjeu hiérarchique, et oui. donc, En vérité, ils cherchent à s'aligner c'est ça, avec ce qui pourrait être la meilleure réponse. En vérité, ils essaient soit de poser la question qui va les faire paraître le plus intelligent possible, c'est ça. soit te donner la réponse qui suppose que tu attends. C'est ça, c'est exactement ça, donc ça n'a aucun intérêt. Ouais, bah non, c'est nul ça. Ouais, Voilà. ouais, Ouais. mais très souvent, tu sais, en interne, c'est vraiment fait comme ça, et c'est pour ça que les infrastructures, enfin les organisations avancent pas, elles fonctionnent pas, hein, si tu sais pas leur mettre le nez dedans. Moi, l'autre jour, j'ai rencontré un responsable de formation, il me dit j'ai fait un truc incroyable. Il me dit tu vas me dire si c'est bien. J'ai demandé à tous mes formateurs de me dire où étaient leurs points faibles, de manière à ce que je puisse organiser des formations pour développer leurs compétences. J'ai dit et alors? Bah, il me dit j'ai pas eu de réponse. Ah ben ça c'est ben j'ai dit réfléchis bien pourquoi t'as pas eu de réponse. Et alors en vérité il a fallu que je lui dise pourquoi il avait pas eu de réponse parce que lui son intention elle est saine. Oui. Il a une vraie bonne intention. Sauf que les gens qui sont en face, ils disent attends lui il nous paye et je vais lui expliquer pourquoi je suis pas bon. Ah non, elle Et va me tu virer. sais, il y a encore, enfin, non, il y a l'histoire des routines défensives Ouais. que j'aime beaucoup. J'ai plus le nom de l'auteur, Argyris. Argyris, en tête Chris Argyris, qui a fait vraiment beaucoup de travail de recherche là-dessus.
Je crois qu'il était à Harvard ou un truc, ouais, enfin, je sais plus exactement à quelle université américaine. Et puis surtout, il a fait des tests chez des vraies entreprises et des choses simples. Et Ouais. donc, il explique toute la mise en place des routines défensives des individus dans des situations pour X raisons. Et il explique comment c'est extrêmement difficile, mais possible, de dépasser ces routines défensives Mm. qui sont mises en place par les gens pour se défendre, pour se protéger, Naturellement, naturellement, hein, ou pour c'est se mettre en valeur, ou pour... et dès lors qu'il y en a un, moi, j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup parlé sur ce sujet-là. J'animais un comité de direction où il y avait 6 directeurs. Et il y en a un qui avait un état d'esprit déplorable, compétitif, mais pas dans le bon sens du terme, et ouais. qui mettait des pots de banane. Tout le monde était sur la défensive, donc du coup, on pouvait plus rien faire. Tout était bloqué. Plus personne ne se livrait. Ah oui. Les décisions étaient toutes basées sur des choses plus ou moins politiques, plus ou moins. Et donc, dans l'apprentissage, on insiste beaucoup là-dessus aussi auprès des managers, sur ce phénomène de routine défensive et sur comment ils peuvent provoquer le moins de routines défensives possible Oui. dans les équipes. Ouais, ça c'est vraiment une bonne piste c'est une bonne piste à creuser parce que bon, en vérité, quand on y est confronté, quand on y va, on comprend. Quand on analyse, si on a une capacité d'analyse, on va bien comprendre que ce qui est dit est beaucoup moins important que les non-dits. Oui, c'est ça. On arrive après un bon moment d'échange. Est-ce que tu aurais autre chose dont tu voudrais nous parler à ce moment de la discussion, Guillaume? Pas spécialement, non, non, je trouve qu'on a fait un bon tour. J'ai pas tellement d'autres sujets à ce stade-là. Non, non, Bah non. écoute, très bien. Je ferai comme d'habitude dans notre article qui va avec le podcast, je transmettrai toutes tes coordonnées, hein, de manière à ce que les gens puissent rencontrer ton savoir-faire, rencontrer ton entreprise. J'espère que nos auditeurs en tout cas, vont prendre autant de plaisir à écouter ce podcast que nous qu'on a eu à le faire en tout cas. Je te Et le puis, confirme. Je te remercie d'ailleurs, Laurent, hein, parce que c'était vraiment très, très agréable. eh ben écoute, tu sais, pour moi, le podcast, c'est toujours des belles rencontres et je suis content aujourd'hui d'avoir fait encore une belle rencontre. Ben, Voilà. pareil, pareil. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt sur le podcast de la formation.